Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un livre de science-fiction. Alors, plus qu'un livre, c'est presque un peu une saga, pourrait-on dire. Eh bien, parce que ce livre, qui est sorti en plusieurs tomes, a eu une durée de vie, pourrait-on dire, extrêmement longue, puisqu'à l'origine, il y a une trilogie qui constitue une histoire, et qui a été une histoire qui a été reprise 30 ans après par l'auteur. Donc, ce livre, c'est donc Fondation d'Isaac Asimov. Donc là, je l'ai en 3 tomes. Donc, ces livres sont sortis dans les années 50. Le premier en 1951, 51 pour Fondation, Fondation Empire 1952, et enfin, seconde Fondation 1953. Donc, Isaac Asimov, a écrit ce livre, sans doute savait-il ce qu'il allait faire. Il a mis donc 3 ans ou plus pour écrire cette trilogie. Et il nous livre une histoire de science-fiction qui se passe dans l'espace intersidéral, très loin de la Terre, en tout cas, dans une période extrêmement avancée. On imagine, on n'a pas une datation exact parce qu'en fait on a une chronologie qui est datée à partir d'événements qui n'ont pas existé sur Terre, et donc on ne sait pas si la chronologie prend les événements passés sur la Terre, ou bien si il y a un point de départ à une nouvelle chronologie. En tout cas, on nous donne des dates de 11 000, donc on peut imaginer qu'on est au minimum en l'an 11 000, mais peut-être finalement bien plus loin que ça, parce qu'on prend des repères différents qui n'existent pas en l'an 2000 par exemple. On prend des repères d'empereurs de l'espace, et donc c'est une histoire qui se passe dans un futur extrêmement lointain. Donc ça, c'est important à savoir, parce que effectivement on va être projeté dans une aventure presque galactique, alors pas intergalactique mais galactique. L'humanité occupe des millions de planètes, vraiment des millions, hein. Si ma mémoire est bonne, Asimov nous parle de à peu près 25 millions de mondes qui sont habités. Les humains se déplacent entre ces mondes à la vitesse de la lumière avec des vaisseaux spatiaux. On nous donne que très très peu d'informations sur les technologies employées. On nous parle d'énergie atomique. C'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas grand-chose sur la possibilité de se déplacer d'un monde à l'autre. On sait qu'il y a des accélérations, qu'il nous faut très peu de temps, quelques jours, pour parcourir des années-lumière. Et en réalité, donc voilà, il y a pas de réel déplacement dans la galaxie, un peu à l'instar de ce qu'on pourrait voir dans Star Wars. Les gens se déplacent à la vitesse de la lumière, on nous explique pas comment, et voilà, on va d'un point A à un point B, et on perd pas énormément de temps. Donc voilà, ce cycle Fondation, qui est extrêmement connu, que je n'avais jamais lu, et on ne peut pas tout lire, c'est ce que je dis souvent. J'avais lu plusieurs récits d'Asimov, notamment ses nouvelles. J'en ai un d'ailleurs ici, dont je parlerai peut-être un jour, quand les ténèbres viendront. Un récit de nouvelles que j'avais plutôt apprécié. J'en ai lu un ou deux autres, mais là je ne me souviens plus des titres. Il y a pas mal de temps, mais je n'avais pas lu Fondation. Fondation, on en parle beaucoup. Si je ne me trompe pas, il y a même une série télé en cours que je n'ai pas vue. Et donc c'est un roman, un cycle qui fait partie des classiques de la science-fiction. Il fallait absolument que je comble ce retard. J'ai beaucoup lu de SF, mais pas ce cycle-là. C'est un cycle des années 50, comme je le disais tout à l'heure, et ça a quand même... il va y avoir des incidences au fait que ce soit des années 50, parce que on est face à une SF qui à de nombreuses reprises va être un peu vieillotte, ou en tout cas ne va pas avoir de vision assez futuriste du monde. Alors évidemment, je comprends bien, hein, on est dans les années 50, peut-être que Asimov, il a commencé à penser à ça dans les années 40 ou à la fin des années 40, je ne sais pas. On n'est pas du tout dans le même contexte technologique. Pour vous donner un exemple, le mot ordinateur n'est employé qu'une seule fois. Je crois pas me tromper, hein. En tout cas,
une poignée de fois, mais je crois ne l'avoir noté qu'une seule fois dans toute cette trilogie. Et effectivement, les ordinateurs ne sont pas un élément crucial de l'ASF de ce livre, bien qu'il y ait des déplacements dans l'espace, bien qu'il y ait la part belle à une certaine technologie. On n'a pas de référence à des intelligences artificielles. Notre ami Asimov, il n'est pas allé jusque-là. Il y a pas de technologie qui dépasse l'ère atomique. Il n'a pas envisagé autre chose. Donc on est sur une SF un petit peu vieillotte, de temps en temps. Alors moi, ça peut ne pas me gêner. Hein. J'ai lu des livres qui peuvent être très sympathiques et qui sont pourtant datés. Hein. Les Loups des Étoiles, j'en avais parlé sur ma chaîne, ça m'a plu. C'était une histoire distrayante. Et pourtant, la technologie est aussi un peu déplacée. D'ailleurs, on en parlait très peu dans ce livre. Mais pour revenir à Fondation, c'est un peu la même chose. Sauf que là, la technologie, elle est quand même présente. Mais disons, il ne faut pas s'attendre à avoir un livre extrêmement visionnaire. Asimov avait beaucoup d'imagination, à mon avis. C'est un auteur qui laissait sûrement travailler son imaginaire, qui le laissait aller à rêver, mais qui n'était pas un grand précurseur technologique, à mon avis, en tout cas dans ce cycle de Fondation. C'est peut-être différent dans le cycle des robots, mais là pour Fondation, c'est pas très très visionnaire d'un point de vue technologique. Donc il fallait quand même que je me lance dedans, et je me suis dit on va voir ce que ça donne ces trois livres. Alors je n'ai pas énormément d'exemples à vous citer, je vais en citer quelques-uns pour contextualiser un petit peu le propos d'Asimov et vous donner un petit peu le ton, vous faire part de quelques remarques. Et je vais m'arrêter, et je vais pas donner d'exemple au-delà du premier tome. J'avais noté sur le deuxième tome, je sais pas, on verra, je vais pas trop vous gâcher pour les gens qui n'ont pas lu du tout le livre, garder des surprises. J'ai quand même quelques réflexions généralistes à faire. J'avais lu donc des nouvelles. Très honnêtement, je me rappelais pas véritablement du style d'Asimov, mais dans les nouvelles, quand les ténèbres viendront, je m'étais déjà fait la remarque qu'il y avait énormément de dialogues. J'oserais presque dire trop de dialogues. Et j'ai retrouvé la même chose dans le cycle de Fondation. On est dans un roman où les dialogues sont extrêmement présents et extrêmement longs. On peut avoir, écoutez, je ne sais pas, j'ai pas noté, mais peut-être 10 pages, 15 pages, pourquoi pas 20 pages de dialogue qui se succèdent et qui, à mon avis, nuisent au récit. On n'a pas assez de narration hors dialogue. Moi, ça m'embête un peu. Je trouve que l'équilibre n'est pas trouvé. D'autant plus que Asimov fait partie de ces auteurs qui décident de ne pas trop préciser lors de longues séquences de dialogue qui parlent. Donc on n'a pas d'intention de la part des différents protagonistes dans les dialogues. Ça, parfois, c'est un petit peu embêtant. Même quand on est attentif, on finit par être un peu perdu, de temps en temps, pas toujours, mais ça arrive, en se disant mais qui parle, qui est en train de dire quoi? Parce que c'est normal, quand on s'est tapé 10 pages de dialogue, on aime bien de temps en temps avoir des repères. Là, moi, je trouve, je peux pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a, mais je trouve qu'il n'y en a vraiment pas assez. Alors, je vais pas vous lire un exemple de 8 pages ou de 10 pages, parce que j'en ai trouvé où il y avait pratiquement pas d'intention pour savoir qui dit quoi, mais de temps en temps, c'est quand même comme ça. Et moi, je trouve que c'est quand même dommageable pour l'ensemble de ce livre. Le style d'Asimov, du coup, avec cette histoire de dialogue, à mon avis, un petit peu trop présent, eh bien, s'en ressent. Je ne trouve pas que le style soit extraordinaire. Alors évidemment, ça n'est pas du tout la même époque. Mais si on compare à Hyperion de Dan Simmons, qui a vraiment du style, un style littéraire puissant, au-delà d'avoir des idées extraordinaires et d'être plus moderne, mais évidemment c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus récent, Hyperion de Dan Simmons. Mais d'un point de vue stylistique, on voit vraiment les différences. Je ne pense pas que ce soit lié évidemment à l'époque, c'est simplement que Asimov, il avait ce style-là d'écriture, sans doute que plein de gens apprécient. Ça m'a laissé un tout petit peu
sur ma faim, c'est un peu comme quand, je fais une petite digression, hein, quand on lit un Agatha Christie, un Hercule Poirot, et qu'on se dit, ah là là, c'est bourré de dialogues, et finalement, le style littéraire est pas extraordinaire. Bon. Fermons cette parenthèse, c'est pour évoquer une comparaison stylistique. Donc voilà, je retrouve ça avec Asimov. Ça n'empêche que ça se lit, on peut se laisser happer ou non par l'histoire, et effectivement, il y a des idées par rapport à la science-fiction. La grande idée d'Asimov, c'est de nous proposer une histoire, je vais essayer de pas trop vous en dévoiler, hein, c'est de nous proposer une histoire qui se déroule sur un temps extrêmement long. Je crois que je vais même pas vous évoquer combien, mais extrêmement long. Je vais juste vous dire que ça n'est pas une vie humaine. c'est bien au-delà de ça. Et donc, on va suivre l'histoire de fondation, une colonie planétaire, je n'en dirai pas beaucoup plus, qui va se développer et qui est amené à jouer un rôle capital dans la galaxie et dans l'histoire de l'humanité. Par le biais d'un scénario qui va conduire cette colonie à plus ou moins sauver l'humanité, pourrait-on dire. Donc ça, c'est une idée intéressante, parce qu'on suit sur du très 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 long terme. Il y a un revers à cette idée qui est vraiment intéressante, c'est que évidemment on ne peut pas trop s'attacher aux personnages, et bien parce que les personnages décèdent, les personnages disparaissent au fur et à mesure des histoires, et on a affaire à de nouveaux protagonistes auxquels il arrive de nouvelles aventures, tout en étant dans l'histoire générale de ce cycle de trois livres. Et voilà, ça peut être un peu gênant parfois de se dire, ah c'est dommage, tel personnage je l'aimais bien, et évidemment il est balayé puisque il ne vit pas des centaines d'années. On est face tout au long de ces 3 livres en réalité à des nouvelles. Alors ce sont des nouvelles qui ont un lien évidemment fort entre elles. Le lien, c'est cette colonie, ces fondations, c'est un avenir prédestiné, c'est une aventure à mener jusqu'à son terme, mais ça reste des nouvelles. Donc de temps en temps, on se dit, ah oui, là on a complètement changé. Alors au tout début, on ne s'en aperçoit pas, enfin on ne le sait pas quand on est sur la première histoire. La deuxième, on se dit, bon bah ça va peut-être pas être comme ça tout le temps. Finalement c'est comme ça jusqu'au bout, des nouvelles de taille inégale. Il y a 3 ou 4 nouvelles dans le premier tome, peut-être 2 ou 3 dans le deuxième, je ne sais plus, et une seule dans le dernier qui est donc beaucoup plus épais. Et c'est vrai que c'est particulier comme type de récit. Alors j'ai déjà vu ça dans Demain les chiens, livre extraordinaire, j'en avais parlé il y a très longtemps. C'est vraiment un chef-d'œuvre de la science-fiction. Et dans Demain les chiens, ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment emballé. On est à peu près sur la même structure, un déroulement qui se passe sur du long terme avec des nouvelles. Et c'est beaucoup mieux passé, sans doute parce que j'ai plus apprécié l'histoire et le style de Demain les chiens que celui d'Asimov et de Fondation. Mais en tout cas, on est sur ce genre de récit, ce genre de déroulement, d'écriture. Je reviens sur ce que je disais, j'évoquais tout à l'heure avec des protagonistes qui ne vivent pas très longtemps et qui donc d'une nouvelle à l'autre ne sont pas retrouvés. Ça, c'est un élément qui m'a un peu marqué au début. Ça m'a surpris. On a un protagoniste au début. Alors, je vais vous lire un petit exemple. Ça va vous donner l'occasion d'avoir un exemple du style. Et vous allez comprendre ce que je vais vous évoquer après. Donc là, on est une discussion. On est vraiment au tout début du livre, hein, dans les 30 premières pages. Il ne s'est pas passé grand-chose. Je ne vous révèle pas grand-chose d'extraordinaire. On a une discussion entre 2 personnes qui nous parlent de l'avenir possible de l'humanité et de solutions à trouver. Vous allez comprendre après où je veux en venir. Donc voilà, je vous lis un peu ce petit extrait, très court. Nous avons plusieurs raisons. En travaillant sur Terminus, nous bénéficierions de l'appui impérial sans que l'Empire puisse craindre que nous menacions sa sécurité. Mais alors, dit Gall,
nous avons éveillé ces craintes nous n'avons éveillé ces craintes que pour contraindre la commission à vous exiler. Je ne comprends toujours pas. Peut-être 20 000 familles ne seraient-elles pas allées de leur plein gré s'installer aux confins de la galaxie. Mais pourquoi les obliger à partir si loin? Gall attendit un instant une réponse puis reprit. Je n'ai peut-être pas le droit de savoir. Pas encore, dit Seldon. Il suffit pour le moment que vous sachiez qu'une colonie scientifique va être établie sur Terminus et qu'une autre ira s'installer à l'extrémité opposée de la galaxie, disons par exemple, ajouta-t-il en souriant, à Star's End, là où finissent les étoiles. Pour le reste, je vais mourir bientôt. Et vous en verrez plus que moi. Non, non, faites-moi la grâce de ne pas être bouleversé ni de manifester votre compassion. Mes docteurs me disent que je n'en ai plus que pour 1 an ou 2. Mais j'aurai alors fait tout ce que j'ai voulu faire. Et peut-être peut-on souhaiter sort plus enviable. Et après votre mort, monsieur? Eh bien, j'aurai des successeurs. Vous, peut-être. Donc, on continue dans du dialogue. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Là, c'était la fin d'un dialogue. Et donc, on est sur un détail intéressant. Ce personnage qui va mourir, s'appelle Seldon, on nous dit plutôt qu'il a 79 ans. Et alors ça, c'est un élément que l'on retrouve tout au long du livre. Des personnages qu'on imagine mourir entre 70 ans, 75 ans, qui faisaient peut-être l'âge d'un mort en 1951-52, quand Asimov a écrit, mais on a véritablement du mal à imaginer qu'en l'an 11 000, en l'an 12 000, eh bien, les gens meurent à 70 ans, 75 ans, voire même 79 ans, comme c'est le cas de ce personnage, alors qu'on a réussi à conquérir la presque entièreté de la galaxie et qu'on a installé 25 millions de populations sur 25 millions de planètes différentes. Franchement, c'est un élément qui a du mal à passer. On se dit dès le début, quand même, là, Asimov, il n'a pas été très visionnaire. Ça peut paraître de l'ordre du détail, mais moi, ça m'a quand même marqué, cette histoire. Donc là, on a le début de notre aventure, on est au tout début du livre, et donc ça résume assez bien ce que je vous disais, pas mal de dialogues dans ce roman. Au-delà de ça, évidemment, je ne peux pas dire, il y a des bonnes idées, il y a cette idée de départ de nous transporter sur un temps long, avec les défauts que ça peut avoir, que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des idées intéressantes. À un moment donné du livre, les différents protagonistes se posent la question. J'avais noté l'exemple, mais je ne vais pas vous le lire parce qu'en fait, ça n'évoque pas grand-chose quand on n'est pas dans le contexte du livre. Faudrait dire des pages et des pages de dialogue, hein, encore une fois, pour bien contextualiser ce que je vais vous dire. Et en fait, on se pose la question de l'origine de l'humanité. Donc, dans ce futur très lointain, les hommes ont un peu oublié d'où ils venaient. Alors, ils ont une vague idée que l'humanité est issue d'un monde isolé, d'une planète, mais on ne sait pas du tout de laquelle, donc on a complètement oublié la Terre. On ne sait pas ce que c'est la Terre, on imagine qu'on était peut-être autour de Sirius ou d'une autre planète. Et donc voilà, ça c'est assez amusant comme petit détail. On est tellement projeté dans un futur lointain qu'on n'a pas conservé l'archive de l'origine de la Terre. Alors, c'est intéressant, mais le problème, c'est que c'est contredit par d'autres éléments d'archives qui sont de temps en temps sortis et montrés au lecteur dans le récit. Il arrive que des protagonistes nous parlent d'un mythe ancien, nous parlent d'une origine ancienne, et on se dit ah, mais s'ils ont conservé la mémoire de cet élément, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas conservé la mémoire de l'origine de l'humanité? Mais bon, c'est un détail. Il y a un autre élément qui est intéressant. Je vais vous le lire, un petit extrait. Encore une fois, ça vous donnera une teneur du roman. C'est, vous allez découvrir. On en parlera après. On est toujours dans du dialogue, hein. Alors on est, écoutez, franchement, je vous mens pas, on est sur des pages et des pages de dialogue, hein. Là, j'en suis déjà à 8, j'en suis à peut-être 10, 12 pages de dialogue.
Et donc un élément intervient, des protagonistes sont en train de parler d'un sujet particulier, ils parlent de technologie en réalité. Hardin reprit. Hardin, c'est un protagoniste important d'une des nouvelles. Hardin reprit. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs. C'est la même chose dans toute la galaxie. Pirène a entendu comme moi le seigneur Dorwyn exposer ses idées sur la recherche scientifique. Selon lui, pour être un bon archéologue, il suffit de lire tous les livres écrits sur la question, par des hommes morts depuis des siècles. Il estime que la façon de résoudre l'énigme de l'archéologie, c'est de peser le pour et le contre, les thèses contradictoires. Et Pirène l'écoutait sans protester. Vous ne trouvez pas qu'il y a là quelque chose d'anormal? Cette fois encore, son accent presque implorant n'éveilla aucun écho. Et nous autres, et la moitié de la population de Terminus, nous ne valons guère mieux. Nous sommes là, abbés devant l'encyclopédie. Nous estimons que l'ultime but de la science est la classification des connaissances acquises. C'est une tâche importante, mais n'y a-t-il pas autre chose à faire? Nous sommes en régression. Est-ce que vous ne vous en rendez pas compte? Dans la périphérie, ils ont perdu le secret atomique. Sur Gamma d'Andromède, une centrale d'énergie a sauté parce qu'elle avait été mal réparée. Et le chancelier de l'Empire déplore que les techniciens dans cette branche soient rares. Quelle solution recommande-t-il? En former de nouveaux? Jamais de la vie. Non, il propose de limiter l'usage de l'énergie atomique. Ne comprenez-vous donc pas? C'est un mal qui ronge la galaxie tout entière. On pratique le culte du passé, on stagne. Donc voilà, là c'est un élément assez intéressant. On est sur une période de l'humanité qui, bien qu'elle ait réussi à conquérir la galaxie, stagne d'un point de vue technologique et même régresse en réalité. Et donc on oublie comment fonctionne une centrale atomique. À un moment donné, plus tard, on découvrira que certaines personnes qui utilisent des vaisseaux spatiaux ne savent pas les réparer. Ils peuvent être dépendants d'une autre planète qui leur amène des informations. Et donc voilà, on est sur un élément qui est assez intéressant dans le récit. Et ça nous amène à penser que Asimov a fait un parallèle en fait avec son fondation, avec l'Empire romain. Je pense qu'il s'en est beaucoup inspiré en réalité. Il a pris des éléments de l'Empire romain, de la chute de l'Empire romain, et il les a transposés dans un futur très lointain, dans l'espace. D'ailleurs, il est question d'empire, il est question d'empereur, il est question de roi, il est question de rivalité. Même dans le décorum utilisé sur certaines planètes, on a des trônes, on a un protocole impérial qui nous fait vraiment penser à l'Empire romain. Et donc, Asimov, il a voulu prendre ce biais pour travailler son histoire et se dire voilà, comment l'Empire romain a décliné, pourquoi il a décliné, il était vaste, il était trop grand, on ne gardait plus ses frontières, on laissait l'autonomie à certains territoires, et là c'est à peu près la même chose. Donc on laisse l'autonomie à certaines planètes, certains endroits de l'Empire galactique, on n'y met plus les pieds, donc on ne sait même plus ce qui s'y passe, et finalement la technologie décline, et puis les empereurs, bien se vautrent dans la luxure, dans le plaisir, et on oublie le progrès, on oublie à minima de conserver les acquis. Donc voilà, ça c'est un autre élément que nous évoque Asimov dans son roman. Il nous parle d'un autre argument assez intéressant, à savoir comment on peut contrôler les peuples, et à un moment donné, il est question de la religion. Donc on nous explique que, je ne vais pas tout vous dire, mais on met en place une religion, une certaine élite met en place une religion qu'on sait totalement fausse. Hein. On a bien conscience que c'est une arnaque, mais on se dit que c'est un bon moyen de canaliser le peuple et petit à petit de prendre du pouvoir sur plusieurs planètes. Et donc on nous met en place tout ce protocole religieux avec un dogme, avec des interdits, avec une mythologie, des croyances qui petit à petit s'installent et qui déstabilisent le pouvoir. Ça c'est bien trouvé c'est tellement vrai et c'est bien trouvé comme ressort scénaristique. J'avais noté quelques exemples dans
dans les autres livres, mais je vais pas vous les lire parce que ça vous gâchera un petit peu le plaisir de la lecture pour ceux qui voudraient se lancer dans Fondation. Bon, je vous disais tout à l'heure, l'histoire se déroule sur un laps de temps extrêmement long, par le biais de nouvelles, comme je le disais tout à l'heure, qui avancent chronologiquement et qui nous amènent d'un point A à un point B. Je ne vais pas révéler, évidemment, la fin du roman. Moi, je dois vous dire que j'ai quand même été déçu par la fin du roman. Bon, déjà, j'avoue que je n'ai pas été extrêmement emballé par l'histoire. Il y avait trop de petites choses qui ne me plaisaient pas et beaucoup de dialogues qui n'amenaient pas forcément grand-chose. Je trouve que ça aurait pu être écourté, ça aurait dynamisé le récit. J'ai trouvé que à l'intérieur de cette longue histoire, certaines nouvelles n'étaient pas à la hauteur d'autres, certaines étaient moins puissantes que d'autres, et évidemment ça nuit à l'ensemble de l'œuvre, à mon avis. La chute de certaines nouvelles était évidemment aussi prévisible. Alors, écoutez, j'ai lu pas mal de science-fiction. Peut-être que il est possible que dans les années 50, ça ne l'ait pas été. Donc, je peux laisser le bénéfice du doute, bien sûr. Asimov est un grand auteur, mais à lire aujourd'hui, on se dit ah bah oui, non mais j'en étais certain. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me dire bon bah je savais comment allait tourner cette nouvelle. Et à d'autres reprises, je me suis dit ah bah non, tout ça pour ça, c'est un peu dommage. Et en fait, c'est la conclusion également que j'ai eue à la fin. Je me suis dit ah tout ça pour ça, quand même ça va un peu vite. Et j'ai même l'impression que ça n'est pas abouti. En tout cas, je suis resté sur ma faim. En terminant le dernier volume seconde Fondation, donc écrit en 1952, et Asimov a repris son œuvre dans les années 80. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est en 1982. Et donc il a étendu son univers de Fondation avec des préquels, certaines histoires, je crois qu'il y en a deux tomes qui se passent avant ce que j'ai lu, et il y a plusieurs tomes qui se passent après, des tomes qui sont la suite directe de Fondation, du 3e tome. Alors j'ai lu que les fans en étaient très contents. Je me doute, on est heureux de retrouver une histoire qu'on a particulièrement appréciée, mais ça me laisserait imaginer qu'effectivement, peut-être Asimov s'est dit ah oui, j'ai peut-être laissé le lecteur à un endroit où je n'aurais pas dû l'abandonner, peut-être. Et je reprends 30 ans après un récit pour le continuer, voire le terminer. En tout cas, moi, en lisant la fin, je me suis dit bon bah tout ça pour ça. Effectivement, ça me conforte dans l'idée que j'ai pas passé un grand moment en lisant Fondation. Si vous avez lu énormément de science-fiction ou beaucoup de science-fiction et que vous n'êtes pas un grand adepte, je ne vous conseillerais pas Fondation. Je pense qu'il y a d'autres livres à lire en science-fiction plus puissants, comme je le disais tout à l'heure, plus récents, comme Hyperion par exemple d'Anne Simmons, une aventure galactique qui pour moi est bien au-dessus de Fondation. Maintenant, le livre a des qualités, je les évoquais tout à l'heure. Maintenant, pour les gros consommateurs, les gros fans de science-fiction, j'imagine qu'ils pourraient y trouver leur compte. Pour les encyclopédistes, pour faire un clin d'œil que vous comprendrez en lisant le livre, les encyclopédistes de la science-fiction, oui, vous pourriez y trouver votre compte en vous disant voilà, j'ai lu pas une anthologie, un classique de la SF et je le range dans mes connaissances. Mais c'est vrai que j'ai pas passé un très grand moment. Comme je le dis souvent, la lecture c'est un investissement de temps. On se dit parfois, et c'est toujours dommage, ah oui c'est vrai que peut-être quand même c'était peut-être un peu long, on aurait pu éluder certains passages, ou on aurait pu les dynamiser pour faire un récit plus court. Tentez l'aventure. Fondation, si vous voulez une aventure galactique un peu désuète, un peu à l'ancienne, vous pourrez peut-être y trouver votre compte. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre chronique littéraire.